Donc rebonjour à tous. Donc voilà, je vais vous faire un focus un peu plus particulier là sur la qualité des viandes et produits en filière porcine AB. Et en fait, vous allez voir, il y a une partie qui est vraiment dédiée aux filières porc biologiques, mais en fait, les principales diapositives à suivre seront sur la qualité des produits porcins de façon plus générale. Donc en fait, on s'est posé la question dans le cadre juste avant les trois thématiques que je vais vous présenter. La qualité, qu'est-ce que c'est? Donc c'est là où je vais en venir. On s'est posé la question de ce que c'est que la qualité d'un produit alimentaire et comment on peut la définir dans le cadre d'une expertise collective scientifique récemment à l'INRAE, donc je vais vous en parler tout à l'heure. Quelles sont les principales dimensions de qualité explorées en filière porcine biologique jusqu'à maintenant? Et puis quels besoins de R&D on peut identifier, donc au niveau de la recherche identifier par la recherche concernant la qualité de la viande et des produits dans la filière porcine biologique. Donc en fait, dans ce travail collectif, on a identifié, qu'on a mené récemment, on a identifié 7 dimensions de qualité d'un produit alimentaire. Alors certaines dimensions de qualité concernent les producteurs ou les transformateurs plus directement, avec un point bleu. D'autres concernent vraiment les consommateurs, avec un carré orange. Et puis d'autres concernent toutes ces parties en fait. Je crois que je vais me mettre debout parce que ça va être plus facile lorsqu'on m'en rapproche. Alors, donc il y a des propriétés de qualité qui vont impacter surtout les producteurs ou les transformateurs, qu'on appelait propriétés commerciales, qui en fait correspondent à la conformation des carcasses et au TMP, c'est-à-dire la teneur en viande maigre, et puis au poids des carcasses. Donc en fait, c'est les bases des paiements sur lesquels les éleveurs sont rémunérés de leur production. Les propriétés technologiques, donc c'est l'attitude de la transformation à la conservation. Donc on a dit ce matin, en production porcine conventionnelle, mais encore plus en bio finalement. Les viandes sont consommées surtout sous forme de produits transformés, sous une grande diversité, cuits ou crus, entiers ou divisés. Et donc ces propriétés sont vraiment importantes pour la transformation. Donc ça inclut en fait les rendements après salage, fumage, affinage, cuisson ou tranchage. Les propriétés sanitaires, alors là, elles concernent en fait toutes les parties de la filière. Donc ça inclut les contaminations microbiologiques ou chimiques, la présence d'additifs, de composés néoformés, donc ils vont se former au cours de la transformation, et puis les effets sur la santé, que ce soit en termes de prévention ou de pathologie. Une autre dimension qu'on a appelée propriété d'usage, en fait, concerne toutes les facilités de stockage, transport, distribution, préparation, donc y compris donc pour les transformateurs ou les acteurs de la filière, mais aussi pour les consommateurs, parce que là on inclut les questions d'emballage, de portions ou des régularités d'approvisionnement. Et puis après, d'autres dimensions concernent plus directement les consommateurs. Donc on a ici les propriétés organoleptiques, c'est-à-dire tout ce qui est perçu lors de la dégustation de la viande ou des produits, donc soit l'aspect avant consommation, la couleur, l'importance du grain intramusculaire, ou alors de la perte éventuelle d'eau dans les barquettes. Et puis après, préparation, donc la texture, la jutosité, l'odeur, la saveur et l'appréciation globale du produit. Les propriétés nutritionnelles, elles dépendent de la composition, en particulier en acides gras, la teneur en protéines des produits. Et également, elle renvoie à la biodisponibilité des nutriments. Il faut aussi penser aux teneurs en vitamines ou minéraux des produits animaux. Et puis une dimension qu'on appelait propriété d'image. Et en fait, celle-ci, on les appelle aussi parfois qualité extrinsèque, c'est-à-dire qu'elle renvoie à la façon de produire et pas au produit lui-même. Donc ça inclut la perception des consommateurs par rapport aux questions d'éthique. Donc c'est éthique dans la production, éthique dans la transformation, la commercialisation. Ça inclut aussi le bien-être animal, les impacts environnementaux, les conditions d'élevage et de transformation, la provenance. Donc c'est difficile à estimer, mais c'est mesuré par des enquêtes, mais aussi par des indicateurs plus objectifs qui peuvent évaluer le bien-être ou les impacts environnementaux, par exemple. Donc toutes ces dimensions de qualité, elles sont importantes à considérer quand on traite en fait de la qualité des produits animaux et des produits bio dans la filière porcine bio. Et ces propriétés de qualité, en fait, elles vont évoluer et se construire tout au long de la chaîne d'élaboration, depuis la production jusqu'à la transformation, la distribution et la consommation. Donc, en fait, à chaque étape, il va y avoir des facteurs importants qui vont les influencer, qui vont influencer toute ou partie de ces propriétés.
Donc, au stade de la production, on va avoir les caractéristiques des animaux avec le type génétique, le sexe ou l'âge. On en a parlé un petit peu ce matin. Les conditions d'élevage, d'alimentation et de logement, y compris en production intra-bio, en fait. Des facteurs importants sont les conditions de transport et de stress pré-abattage, en tout cas, le but étant de limiter au maximum ce stress pré-abattage. Les conditions de cuisson, de salage, séchage, formulation, lors de la transformation. Les modes de conservation et de commercialisation des produits, et puis la préparation domestique. Donc le mode de cuisson et de préparation est également aussi très important dans la qualité finale. Et donc la qualité, en fait, on a dit qu'elle se construit, mais aussi elle peut se dégrader finalement, tout au long de ces étapes, de la ferme à la table. Et puis on a aussi identifié des antagonismes, mais aussi des synergies entre les différentes étapes ou entre propriétés de qualité. Donc, pour vous expliquer un peu mieux tout ça, juste pour représenter schématiquement l'affaire, en fait, on a identifié ici nos 7 propriétés de qualité, et puis les différentes caractéristiques de l'animal, pratiques d'élevage, transport, abattage, transformation de la matière première, distribution, préparation domestique. Et en fait, plus la couleur est intense, plus il y a une relation importante entre un facteur et une dimension de qualité. Et par exemple, les propriétés organoleptiques, vous voyez qu'elles dépendent de beaucoup de facteurs. Certains influencent fortement, comme par exemple l'alimentation ou l'âge à l'abattage ou le mode de cuisson. Et puis d'autres vont moins influencer, comme par exemple l'hygiène en élevage ou alors la localisation de la ferme. Et donc, une propriété dépend de beaucoup de facteurs. Et puis, un facteur influence plusieurs propriétés. Par exemple, l'alimentation va influencer la valeur commerciale des carcasses, le TTMP, la qualité technologique, organoleptique, un petit peu sanitaire, la valeur nutritionnelle et puis la qualité d'image aussi en partie. Donc ceci étant posé, on a identifié quelques relations entre les facteurs d'élevage et la qualité de viande en filière porcine biologique que j'ai pu vous expliquer. Alors, ce que je veux ici illustrer surtout, c'est que finalement, il y a une grande variabilité des conditions d'élevage et des pratiques intra-filière bio, puisque en fonction de la disposition d'exploitation, des ressources alimentaires disponibles, etc., les éleveurs font des choix ou des contraintes, et ces différents choix ou contraintes vont influencer différemment les propriétés de la viande. Donc, j'ai indiqué ici quelques exemples pris dans la littérature, où les auteurs comparaient les caractéristiques des viandes porcines biologiques par rapport aux conventionnelles. Donc ici, il y a un exemple de porc bio en claustration avec alimentation, fabrication à la ferme, déséquilibré d'acide aminé, puisqu'on sait que c'est difficile à faire par rapport aux deux conventionnels. Un autre exemple d'élevage biologique en claustration avec une alimentation bio avec des ressources protéiques incluant de la févrole, du pois, de farine de luzerne, surtout de soja, par rapport au du conventionnel avec farine de soja asséminée de synthèse. Un troisième exemple qui était sur porc bio sur litière et courette, et alimentation biologique et fourrage. Donc en fait, ça correspond assez bien au cahier des charges biologiques actuel par rapport à du conventionnel. Un autre exemple qui était différentes modalités d'alimentation bio. Donc les porcs étaient tous sur case intérieure et courette, et puis l'alimentation bio soit à volonté sans fourrage, soit restreinte de 30%, donc là c'était assez fort par rapport à ce qu'on a vu ce matin, et fourrage à volonté à base d'ensilage d'orge et de pois ou bien de trèfle, tout ça par rapport au conventionnel. Et puis un dernier exemple qui était un exemple de système biologique extensif en Suède, donc avec une grande surface disponible par porc, donc en extérieur, et puis alimentation à base d'avoine, de blé et de pois par rapport, et pas d'acide de synthèse par rapport au conventionnel. Donc déjà, vous voyez la grande diversité des exemples qui sont proposés. Et ce qui est important de voir, c'est qu'en fait, selon les dimensions de qualité considérées, on va avoir des réponses différentes. Par exemple, ici, une diminution du TMP, alors qu'ici, il n'y a pas de différence. Et puis ici, selon les pratiques alimentaires, le TMP est diminué dans certains cas, alors qu'il ne l'est pas dans l'alimentation à volonté. De la même façon, pour les propriétés nutritionnelles de la viande, qu'on a considérées ici par rapport au profil en acides gras. Donc en fait, en termes nutritionnels, ce qui est important, c'est d'avoir des acides gras polysaturés N-3. Et on voit que selon les pratiques, on va avoir des différences dans les différentes proportions d'acides gras, et surtout certaines permettent, par exemple, d'améliorer
ce taux d'acide gras de -3 et donc de réduire ce ratio. Donc plus le ratio est faible, meilleure est la valeur nutritionnelle de la viande. Donc des réponses différentes à nouveau en fonction des pratiques alimentaires. Et de la même façon, donc là c'est toujours les mêmes comparaisons, pour les propriétés organoleptiques de la viande, donc c'est-à-dire tout ce qui est attrait au goût et à l'odeur ou la flaveur de la viande, on avait dans plusieurs dispositifs une augmentation du gras intramusculaire. Donc j'ai dit ce matin, c'est plutôt favorable pour la texture et la flaveur, donc la texture et la jutosité, pardon. Donc en fait, en général, plus il y a de gras intramusculaire, meilleur, plus tendre est la viande, dans certaines proportions, alors que d'autres pratiques entraînent une diminution de ce gras intramusculaire. En termes de couleur, on peut avoir des pratiques qui permettent d'augmenter la teneur en pigments, donc une viande d'intensité plus forte, et alors que, par exemple, ici, l'indice de rouge, donc la couleur rouge était plus faible, et dans ces cas-là, il n'y avait pas de différence. La force de cisaillement qui correspond à la dureté, j'en ai parlé un petit peu ce matin, dans cette étude, elle n'était pas modifiée, alors que là, elle était augmentée. Et donc des résultats sensoriels par un jury d'experts montrent dans une situation pas de différence par rapport au conventionnel, et puis dans d'autres une diminution de la tendreté et de la jutosité qu'on peut associer au fait qu'il y avait moins de gras intramusculaire ici. Et dans cette étude, pareil, moins de jutosité de la viande porcine bio, par contre pas de différence de tendreté ou de goût de viande. Par contre, donc là c'était pour des tests réalisés par un jury d'experts, des tests consommateurs en aveugle, donc ne voyaient pas de différence de goût, de texture de la viande bio par rapport à la conventionnelle. Et puis en termes de propriétés technologiques, donc sur la longe ou le jambon, c'est pareil, on voit toujours des différences selon les études, en fait selon les pratiques, avec soit une amélioration de la qualité à travers une augmentation du pH ultime. Donc en fait, ça conduit à un meilleur rendement technologique de fabrication, et puis souvent c'est aussi associé à une meilleure tendreté. Alors que dans cette situation, on avait un pH plus bas, et ici aussi, alors que là, il n'y avait pas de différence. De même pour les pertes en eau pendant la maturation ou la cuisson. Donc en général, plus elles sont élevées, moins c'est bon. Donc il y avait plusieurs cas, il n'y avait pas de différence, et puis une étude où on voyait une augmentation de ces pertes en eau pendant la maturation. Donc l'idée, c'est à retenir, c'est qu'en fait, il y a une grande variabilité de qualité des produits, de la qualité de viande porcine bio par rapport au conventionnel. Donc sur les différentes dimensions, valeur commerciale, technologique, valeur nutritionnelle, propriété organoleptique. Voilà, donc cette grande variabilité, elle est liée surtout à une grande variabilité des pratiques au sein du système porcin biologique. Et donc, elle dépend des choix qui sont faits ou des contraintes, comme je l'ai dit, à tous les niveaux, génétique, sexe, alimentation, avec ce qu'on a vu ce matin, couverture des besoins énergétiques et protéiques, apport ou pas de fourrage, le logement, la saison et les interactions entre ces facteurs. Donc, c'est là où ça devient assez compliqué. Et certaines pratiques sont favorables et d'autres défavorables selon les propriétés de qualité considérées. Et puis, si on fait une espèce de bilan sur les recherches qui paraîtrait important de mener, on peut dire qu'il y a besoin de mise à jour des effets de diverses pratiques sur la qualité de viande, parce qu'en fait, ce que je vous ai montré, certains travaux sont un petit peu anciens et ne correspondent pas aux réglementations européennes 2022, ni même celles d'auparavant. Donc, il y a une mise à jour à faire avec les génétiques actuelles, on va dire. Il faut aussi regarder l'effet des combinaisons de pratiques sur plusieurs dimensions de qualité simultanément, parce que vous avez vu que dans les études, il y a souvent des trous, c'est-à-dire qu'on avait quelques dimensions d'analyser, mais pas toutes. Aller aussi sur les produits transformés et pas seulement s'arrêter à la viande fraîche, parce qu'il y a souvent un gap là et on n'a pas beaucoup de références sur la qualité des produits transformés biologiques en fonction des pratiques en amont. Il nous semble important aussi de travailler sur l'implication de la plus grande variabilité de qualité sur l'acceptabilité des produits par les consommateurs, et ça selon les circuits de distribution. C'est pas parce que c'est plus variable que les consommateurs vont le rejeter. Il faut sûrement une information qui accompagne, une explication, que l'hiver, les porcs, on sera peut-être plus gras selon les apports alimentaires, ou alors à l'inverse moins gras, selon l'alimentation, par exemple. Et puis, mieux quantifier ce que ça implique en termes de procédé de transformation, parce qu'une variabilité de qualité de matières premières, c'est compliqué pour un transformateur. Et un autre point qui nous semble important, c'est de proposer des méthodes et des outils d'authentification
des produits bio par rapport aux conventionnels. Donc il y en a qui existent, mais c'est vraiment pour du laboratoire en fait. Et en fait, il faut aussi pouvoir discriminer, même lorsque l'alimentation, par exemple, à Singra, du conventionnel est proche du bio. En fait, un animal bio élevé en système extensif, il aura un profil d'acide gras particulier lié à son alimentation, pas au fait qu'il soit bio en fait. Et donc, il faut pouvoir discriminer celui-ci d'un animal, on va dire non bio, pas conventionnel vraiment, mais non bio, élevé dans des mêmes situations. Donc, il faut des outils assez performants de ce côté-là aussi. Voilà. Merci.